Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle webconférence, cette nouvelle table ronde Bourse Live. Et je suis sûr que celle-là, elle va en intéresser plus d'un. Comment on peut, en tant qu'investisseur individuel, se positionner sur l'intelligence artificielle en 2026 ? Parce que oui, après, allez, on peut le dire, 2 ans d'euphorie sur la thématique, on a le sentiment que le marché est peut-être en train de changer de logique. D'un côté, certaines valeurs liées aux semi-conducteurs continuent de profiter d'un cycle extrêmement porteur. Et puis de l'autre, certains secteurs, on pourrait parler des centres d'appel, ou même plus récemment des logiciels, subissent des corrections brutales avec des doutes sur la viabilité même de certains modèles. Du coup, en tant qu'investisseur, la question elle devient beaucoup plus complexe. Comment on investit sur une thématique qui est toujours structurante, mais peut-être moins lisible qu'il y a encore quelques mois, et surtout comment on fait la différence entre les vrais gagnants, les perdants durables, et puis aussi quelquefois les valeurs qui sont pénalisées par excès. Autant de questions passionnantes que je vais aborder avec mes invités du jour, à commencer par Maggie McDonald, spécialiste produit chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Maggie. Bonjour. En face de moi, Thibaut Renou, gérant chez Sycomore Asset Management. Bonjour Thibaut. Bonjour Laurent. À ses côtés, Brice Prunas, gérant chez Odo BHF Asset Management. Bonjour Brice. Bonjour Laurent. Et juste à côté de moi, vous le connaissez si vous êtes familier des vidéos bourseaux, Henri Chabadel, directeur des investissements de BlackRock France, Belgique et Luxembourg. Bonjour Henri. Bonjour Laurent. Il va falloir que je fasse attention à ne pas avoir un torticolis quand je me tourne vers toi. Je le disais, le paysage a peut-être changé sur l'IA et peut-être on va commencer comme ça, peut-être aussi sur cette histoire qui est en train de s'écrire sous nos yeux. On a beaucoup parlé d'une première vague où il y avait l'équipement, on construisait la ville, on construisait l'infrastructure et après on imaginait que certaines sociétés allaient être des sociétés finalement IA natives, amener de nouveaux business models, de nouvelles façons de se développer, tirant pleinement parti de ces nouveaux outils. Maggie, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette histoire qui s'écrit devant nos yeux de l'IA ? Effectivement, on est passé déjà par une phase d'investissement qui était massive. Ouais. Donc 400 milliards l'année dernière, on s'attend à 700 milliards cette année, donc dans dépenses d'investissement dans l'IA. Et aujourd'hui, je pense que une chose effectivement qu'il faut garder en tête, c'est que les cas d'usage existent, et ce qui a été rémunéré dans le marché, c'est le récit de rareté. Et le récit de rareté, c'est typiquement les semi-conducteurs, puisqu'on parle de pénurie de GPU, on parle de pénurie de mémoire, on parle de pénurie de data center. Donc le cycle d'investissement est bien là, mais il a eu tendance effectivement à se concentrer sur un segment sur le plan boursier, qui est le secteur des semi-conducteurs. Finalement, ce qui était tangible. Henri, quelle analyse tu fais aussi effectivement de cette vague 1, vague 2, vague 1 sur l'équipement, sur la construction de l'infrastructure IA qui va permettre des tas de choses. On avait le sentiment qu'on passerait assez vite à la vague 2. Finalement, si je puis dire, la vague 1 fait de la résistance en quelque sorte. Oui, de toute façon, la vague 1, on est loin d'en avoir vu la fin. La vague 1, c'est toute la phase de déploiement, à laquelle est associée une période de croissance quasiment hyperbolique, parce que ce déploiement nécessite des investissements lourds en infrastructure. Maggie citait les chiffres, et j'ai même des chiffres qui sont encore plus élevés pour l'année prochaine et les suivantes. On est sur des rythmes de 1000 milliards d'investissements annuels pour arriver à déployer ces infrastructures. Je crois que rien qu'OpenAI parlait de 600 milliards pour les années à venir pour son développement. Exactement. Et donc, quand on dit infrastructure, ça veut dire qu'on est juste sur la couche qui est nécessaire ensuite au bon fonctionnement et au déploiement de cet outil. Et après cette phase de déploiement, à un moment donné, on va voir arriver une deuxième phase qui va être une phase de maturité, dans laquelle finalement l'outil sera disponible. Comme aujourd'hui, les iPhones sont disponibles ou Internet est disponible. Une fois qu'on a investi dans les infrastructures, l'outil devient accessible à tous. Et cette phase-là, elle sera marquée par une recherche de l'équilibre des business models et la bonne répartition de la valeur créée, de la valeur ajoutée. Il y a évidemment des gains de productivité qui sont attendus de cette révolution technologique. Une bonne partie sans doute qui sont largement anticipées, mais on est encore sur une terre relativement vierge. On apprend un peu chaque année un peu plus sur le potentiel de l'IA. Donc il y a encore peut-être pas mal de surprises tout au long du chemin. Et une fois qu'on aura atteint cette phase de maturité, effectivement, la valeur va se répartir entre les différents acteurs. Tu citais la phase 1. La phase 1, c'est du déploiement, donc c'est essentiellement les fournisseurs de pelles et de pioches, ceux qui sont nécessaires finalement à la mise en œuvre de ces investissements.
La phase 2, ce sera la phase de maturité. Et là, ce seront plutôt les utilisateurs et les fournisseurs des outils d'intelligence artificielle. Ouais. Brice, toi, tu gères un fonds IA. Tu l'avais vu venir, cette espèce de... On a l'impression que depuis le début de l'année, encore plus qu'avant, on s'est hyper spécialisé quand on regarde les valeurs qui marchent bien sur le Nasdaq. On a du KLA Research, on a du Monolith Power System, on a du SanDisk, on a du... alors si on regarde aussi quelques valeurs étrangères, du SK Hynix, le coréen, on a l'impression qu'il faut maintenant être un ingénieur hyper calé dans le semi-conducteur et tout son écosystème pour investir en bourse, et notamment sur cette thématique. Il est vrai que par polarisation sur la tech, étant donné que l'intelligence artificielle a quand même pas mal remis en cause le modèle des logiciels, qui était le fameux modèle du compounding pour beaucoup de fonds, etc. Par polarisation, le semi-conducteur est arrivé pour les raisons qui ont été données tout à l'heure par mes confrères. Rappelons que cette année, les investissements des hyperscalers, c'est 800 milliards, que c'est en hausse de 77%. Rappelons peut-être par rapport à ce qui était dit qu'autant 2023, 2024 et H1 2025 étaient des années du training, de l'entraînement des modèles. Là, on est passé à l'inférence. Donc l'inférence, c'est votre utilisation de ChatGPT, mon utilisation de Gemini, etc. Et ça veut dire qu'on a de nouvelles formes de semi-conducteurs, de silicium. C'est le règne du silicium. Par exemple, le HBM, cette nouvelle forme de mémoire qui fait les bonheurs d'Hynix, par exemple, en Corée, tu as cité SanDisk, ça c'est plutôt dans la NAND. Et puis le CPU aussi. Rappelons que le GPU dont vous parliez, Maggie, c'était le traitement parallélisé, donc c'était les besoins du training, mais le CPU, c'est le traitement séquentiel. Et le retour des agents, dont on parlera tout à l'heure, c'est aussi le règne du GPU. Rappelons donc en chiffre global que le marché mondial des semi-conducteurs, c'est 1000 milliards cette année, et que la moitié, c'est de l'intelligence artificielle. Voilà. Ah ouais, c'est 500 milliards. Assez bluffant. Maggie, si on regarde peut-être du côté des sociétés, c'était impossible il y a un an de ne pas en entendre parler. C'est-à-dire que dans tout, c'est bon, l'IA arrive, on est en train de s'en emparer, tout le monde avait sa petite plaquette de com pour nous expliquer que ça marchait très bien. Est-ce que ça correspond à la réalité de ce que tu constates, toi, au niveau des entreprises? Est-ce qu'il y a déjà un effet IA dans leur business model, dans leur productivité, ou est-ce que c'est encore un petit peu tôt pour véritablement voir cet effet-là? Alors, déjà, on peut commencer en fait, à rappeler que en fait, l'IA existe avant l'IA générative, avant ChatGPT. Oui. Donc, c'est bien de faire ce rappel. Ouais. Dès 2010, il y a déjà des entreprises qui bossent sur le sujet. Exactement. Et donc, les premières phases, effectivement, de déploiement de l'IA, c'était plutôt de l'IA analytique, l'IA prédictive. Et on a des assureurs, des sociétés dans le secteur de la santé, qui typiquement en imagerie médicale, donc utilisaient l'IA pour détecter les tumeurs. Donc, je veux dire, l'IA est déjà déployée donc à certains niveaux, donc, dans certains secteurs qui ne sont pas des secteurs technologiques. Maintenant, ce qu'on voit effectivement, qui est pour nous une deuxième phase, c'est le déploiement de l'IA agentique. Oui. Donc, cette IA qui va effectivement interagir, s'intégrer dans des workflows complexes, va prendre des décisions. Et ça, c'est pour nous une nouvelle page qui s'ouvre avec des applications qui vont être assez substantielles donc dans les secteurs non technologiques. Et là, pour le coup, on en est en fait encore au tout début. D'accord. Brice, sur peut-être une définition de cette IA agentique, qu'on comprenne bien, les gens qui nous regardent, qui sont peut-être pas forcément familiers, se disent « Attends, c'est quoi? C'est un nouveau buzzword à la mode, maintenant tout le monde va faire de l'IA agentique ». Explique-nous pourquoi, et je pense que c'est aussi ton sentiment, ça va être un accélérateur encore de l'adoption et du déploiement de cette technologie. En fait, l'agent et l'IA agentique, si vous voulez, jusqu'à maintenant, l'arrivée de ChatGPT en novembre 2022, on était sur des outils d'IA qui étaient réactifs à nos prompts. Et là, maintenant, on a des agents qui vont être proactifs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de prompter, ils vont prendre en charge une série de tâches autonomes. Donc ça, c'est le premier point à C'est des collaborateurs virtuels, pardon Brice, je te coupe, mais c'est ça l'IA agentique? Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est un orchestrateur de différents process d'entreprise. Donc c'est absolument bluffant, c'est la deuxième dimension qui est importante que tu viens de citer. La troisième, je pense que c'est une force de travail illimitée, un agent. Ça travaille 24 heures sur 24, ça utilise nos données. Et il est intéressant de montrer ce scaling avec, par exemple, ce qui se passe en biologie. On parle d'un agent, donc d'un humain, par exemple, d'un agent, on fait le parallèle. Maintenant, on prend un essaim.
comme un essaim d'abeilles, un essaim de fourmis. Tu imagines un essaim d'agents. Donc tu extrapoles, tu multiplies une force de travail illimitée. Et tu demandes par exemple à cet essaim d'agents de réfléchir au traitement contre le cancer ou alors le tutorat personnalisé des enfants. Donc il y aura des gros arbitrages à faire à ces niveaux-là. Et donc c'est assez passionnant ce qui est devant nous. On a passé ce moment, question ouverte, où on disait oui mais attention, l'IA, ça hallucine, l'IA, ça vous fait plaisir, l'IA, ça raconte des choses, il faut toujours un humain derrière pour surveiller. Quand je t'écoute là, on a déjà acquis un niveau d'autonomie et de fiabilité qui est assez incroyable. Pour les gens qui seraient restés 2 ans en arrière où on commençait à tâtonner, est-ce qu'il y a déjà eu suffisamment de progrès pour qu'on soit assez confiant sur ce qui est produit par l'IA? Alors en fait, il y a toujours besoin d'un humain derrière quand tu vas générer un slideshow hyper... oui, il y a 2 types de technologies finalement, comme l'expliquent dans le Power et Progress les professeurs du MIT. C'est soit des technologies qui sont labor replacing, qui remplacent les humains, comme par exemple la machine à tisser lors de la révolution industrielle. Soit tu as des technologies qui sont labor complementing. Et là, on est face à une technologie, l'IA, qui est labor complementing. Tu peux générer un slideshow très compliqué avec Anthropic Claude. Je te garantis qu'il vaut mieux vérifier avant d'envoyer ça à ton client. Il y a quand même des petites choses à vérifier. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas supra intelligent, mais il y a toujours des choses à vérifier, ne serait-ce que des choses chronologiques, qui se sont passées dans les 15 derniers jours, qu'il n'a peut-être pas corrigées. Je ne vais pas appeler ça des hallucinations, parce que moi qui utilise des tokens tout le temps, tous les jours, je ne vois pas d'erreur grossière, mais je pense que c'est pas encore... On est encore là pour longtemps, je le dis avec beaucoup d'humilité. C'est bien, il nous rassure. Même vision pour toi, Henri, sur l'IA agentique, c'est vraiment la prochaine vague à suivre, ou en tout cas qui va déferler sur nous? En fait, elle est déjà en train de déferler. Et pour vous faire prendre conscience du temps, du passage du temps, à la vitesse du passage du temps, on ne parlait pas d'IA agentique il y a encore un peu plus de 12 mois. Ouais, c'est vrai. Elle nous est tombée dessus, en gros, l'année dernière, en 2025, et désormais, c'est une innovation qui est en phase de déploiement. Comme le rappelait Brice, en fait, c'est une armée de petits programmes qui viennent pour exécuter des tâches sous la responsabilité d'un chef d'orchestre. Et donc, effectivement, ça change tout, puisqu'on peut automatiser tout un tas de tâches qui vont être gérées par l'intelligence artificielle. Vous arrivez le matin, tout ça, ça a travaillé pendant la nuit, et vous avez déjà dégrossi peut-être la moitié du boulot de la journée. Vous pouvez consacrer votre temps à autre chose. Et en fait, ce qui est fort avec l'IA, c'est qu'on est dans un moment que les économistes qualifient en général de grappe d'innovation. C'est-à-dire qu'on a une grosse innovation au départ, et cette innovation de départ, elle va générer une série d'innovations annexes qu'aujourd'hui on ne peut pas encore anticiper. Et donc l'IA agentique en était une, mais on est déjà en train de parler de l'IA physique. L'IA physique, c'est quand vous mettez de l'IA dans des machines, donc dans des voitures, dans des robots, dans des robots domestiques. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive aussi. On ne l'a pas encore bien vu, mais c'est en train d'arriver. On voit quand même les robots chinois. Exactement. L'année dernière, ils peinent à marcher. Aujourd'hui, ils courent. Ils courent un marathon plus vite que nous. Et tu as d'autres innovations qui vont avec l'IA qu'on n'est pas encore en mesure de percevoir. Bon, il y a ces innovations, et puis pour faire tourner toute cette machine, il y a quand même besoin, Thibaut, d'infrastructures, il y a besoin d'énergie, il y a besoin de puissance. Ça, c'est plutôt ton terrain de jeu, d'aller voir effectivement qu'est-ce qui va être important au sein de l'écosystème pour que l'IA fonctionne. Et là, je mets toujours ma casquette un petit peu souveraineté européenne. Est-ce que dans cette course-là, nous, on est encore compétitifs au niveau européen? Alors, effectivement, si on refait le match entre les États-Unis, la Chine et l'Europe, sur la partie énergie et sur la partie infrastructure, je donnerais plutôt un point pour la Chine, qui effectivement a un réseau beaucoup plus moderne que les États-Unis ou l'Europe, par exemple. Ils ont ces grands réseaux électriques qui parcourent l'ensemble du pays, donc on met des énergies renouvelables dans le désert. On peut alimenter les pics de production dans toute la mégalopole, la partie est du pays. Et on voit que sur les fermes solaires, en plus, ils sont allés très très fort. Ils sont allés très très fort. C'est le plus gros développeur d'énergie renouvelable au monde. Donc ils ont ce réseau moderne et ils ont un coût extrêmement compétitif. Et aussi, ils ont la capacité à croître très vite, ce qui est différent de l'échelle de ce qu'on peut voir aux États-Unis et en Europe.
puisqu'en fait, ils ont déjà des taux de croissance importants sur la production d'électricité, sur les réseaux électriques. Donc, de passer de 4 à 6% de croissance, finalement, ce n'est pas grand-chose. Ça évite d'avoir tous ces goulets d'étranglement qu'on peut retrouver en Europe et aux États-Unis, parce qu'effectivement, aux États-Unis, ça fait 2 décennies qu'on n'a pas cru au niveau de la consommation électrique. Et donc, il faut tout relancer. On n'a pas construit de centrales. Donc, on manque de nucléaires. capacité, y compris aux US, c'est ça On manque de capacité, on manque aussi de main-d'œuvre. On y pense assez peu, mais il faut des gens avec certaines expertises pour construire ces usines, pour développer ces projets. Et donc, c'est vrai que là, la Chine a en fait cette chance d'avoir un réseau plus moderne et d'avoir ces capacités sur place. Et donc, d'avoir aussi des coûts qui sont moins élevés. Et ça fait la différence sur la partie, on parlait des agents, on peut parler aussi de l'inférence. Et là, on va consommer beaucoup d'énergie. Et le coût devient important, notamment dans les modèles qui sont plus commodétisés. Donc ça, c'est vrai que la Chine est en avance. Et donc, nous, il faut qu'on relance la machine sur cette partie énergétique en Europe et aux États-Unis, et puis faire baisser les coûts. Impressionnant de voir effectivement comment l'énergie, c'est une donnée fondamentale. On en parle peu dans les débats et pourtant elle est vraiment au cœur du système. Mais Laurent, si je peux me permettre, vas-y, je t'en prie. Ce qui est frappant, c'est que l'intelligence artificielle s'inscrit dans un continuum. C'est-à-dire que quand l'énergie est arrivée, l'énergie, ça a d'abord été utilisé pour se chauffer, pour une source de chaleur. Ensuite, ça a été un moyen de créer du mouvement. Donc voilà, tu fais brûler du bois et tu fais rouler des trains. Bien sûr. Ensuite, ça a été un moyen de réaliser des calculs. Donc c'est quand l'informatique est arrivée. La digitalisation. Exact. Non, mais même avant ça, les supercalculateurs, tu fais tourner des grosses machines qui réalisent des programmes. Alors évidemment, tu les as codés pour faire une tâche précise, mais l'énergie te permet d'automatiser ce traitement qui, avant, sinon, aurait été impossible pour un cerveau humain. Ensuite, l'étape d'après, l'énergie te permettait d'accéder à de l'information. Donc en gros, c'est l'arrivée d'Internet. En fait, tu as une information digitalisée, disponible, mais l'énergie te permet d'y accéder. Et l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la continuité de ça, puisque au sens premier, intelligence en anglais, ça veut dire renseignement. Donc c'est quelque chose qui te permet d'accéder à l'information. Et donc ce qu'on voit bien, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça transforme de l'énergie en information, et en information rationnelle, c'est-à-dire que derrière, il y a une forme de raisonnement, et ce raisonnement va pouvoir être utilisé pour exécuter différentes tâches, soit des tâches de type service, c'est-à-dire Brice parlait par exemple de la réalisation d'un PowerPoint, mais ça peut être n'importe quoi, soit même des tâches physiques, puisque ça va être l'IA physique. L'IA physique qui arrive très vite. J'ai quand même une question pour vous, peut-être pour Maggie. On parle de centaines de milliards de développement, enfin de dépenses d'investissement dans les années à venir et déjà réalisées. Et dans le même temps, Maggie, moi ce que je vois, c'est un contexte économique qui est quand même marqué par une guerre très récemment, avec justement, puisque là aussi un impact sur les coûts de l'énergie, même si notre économie est sans doute moins sensible au pétrole qu'elle l'était encore il y a quelques années. On a aussi pas mal de questions sur l'endettement des États. Et moi, ma question, c'est est-ce que, et c'est ce que le marché achète visiblement pour le moment, cette expansion dans l'IA, elle est totalement acyclique. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe dans la macroéconomie, celle qu'on apprenait nous à l'école, le train continue, on continue à investir en centaines de milliards, ce qui expliquerait aussi que les marchés, finalement, soient aussi résilients dans des moments où, il y a encore quelques années, les crises auraient fait sans doute plus mal. Parce que l'IA, effectivement, est vue comme une tendance très structurelle, donc avec une capacité de se détacher des considérations cycliques ou macroéconomiques. C'est effectivement une thématique qui est très intensive en termes de capital. Et on peut quand même se poser la question du moment où le marché va s'intéresser en fait au retour sur investissement. Exactement. Ouais. Et en fait à l'aspect monétisation. Donc aujourd'hui, le marché investit dans l'IA avant effectivement, avant de gagner de l'argent. Avant de gagner de l'argent dans l'IA. Et l'idée, c'est effectivement de rester quand même assez prudent dans les hypothèses qu'on peut avoir sur la croissance. Bien évidemment, donc les sociétés qui contrôlent l'infrastructure sont les premiers gagnants, et on le voit effectivement avec l'essor autour de la demande de semi-conducteurs et de tout ce qui est lié à
demande en capacité de calcul. Mais je pense qu'il faut quand même garder en tête que la diffusion, la deuxième phase, donc de diffusion, l'émergence de cas d'usage qui vont se généraliser, va effectivement déplacer le centre de gravité des semi-conducteurs vers d'autres acteurs dans la chaîne de valeur. Brice, tu achètes aussi l'idée d'un côté un peu acyclique, parce que la question qu'évoquait Maggie, on va s'intéresser au retour sur investissement. Moi, ça fait un certain temps que je l'entends, mais pareil, de façon cyclique. À un moment, tous les 6 mois, on se dit « Ah, mais attention, oh là là, ça tangue sur le secteur de l'IA parce que finalement, les investisseurs s'inquiètent des retours sur investissement. » Puis 6 mois après, on a oublié, puis on est reparti en phase d'investissement. On est un peu dans cette phase en ce moment. Donc, le côté... c'est inévitable, c'est inéluctable, il faut investir et donc de toute façon c'est une tendance qui ne peut pas être remise en cause, notamment peut-être parce qu'elle est portée par des entreprises qui ont les poches profondes et pleines. Donc réponse courte à ta question. Longue, non, pardon. Non, absolument pas. Non, réponse courte, ce n'est bien sûr pas acyclique. Oui. Il y a des choses qui font penser que c'est acyclique et Maggie l'a très bien dit, c'est une tendance structurelle. Il y a des très gros investisseurs derrière, les hyperscalers, etc. Il faut voir aussi la contribution de l'IA à la croissance économique américaine. 75% de la croissance du PIB au premier trimestre, c'est l'infrastructure. Donc tout ça nous ferait penser que c'est structurel, acyclique. En réalité, Maggie a bien raison de mentionner la monétisation et le ROI. Il y a quelque chose d'autre que je rajouterais, c'est l'histoire de la dette aussi. On voit des acteurs clés dans les hyperscalers comme Oracle, comme Meta, qui commencent à s'endetter. D'autres comme Google lèvent de l'equity pour financer. Et ça semble absolument délirant parce qu'ils ont des trésoreries plus que confortables. Plus que confortable. Il faut regarder aussi ce qu'il y a en dehors du bilan. Par exemple, chez Oracle, il y a de la dette hors bilan, il y a des special purpose vehicles qui transfèrent la propriété vers les GPU, vers des acteurs financiers. Donc un peu de vigilance. Voilà, la confiance. Tu sais, quand tu dis ça, moi j'entends bulle. Hein. Pardon. Hein. Ah non, pas de raccourci de ce type. Il y a peut-être des bulles sur certains segments de l'infrastructure, mais... Voilà, pour qu'il y ait bulle, il faut bien d'autres critères que ça. Je rappellerai juste la santé des acteurs, je rappellerai juste aussi la valorisation. Puis après, il faut distinguer bulle financière et bulle fondamentale. Je dirais qu'il y a quand même 2 choses qui nous empêchent d'avoir une bulle fondamentale. C'est l'énergie, certains d'entre vous en ont parlé. Tout ça est contraint par l'énergie, donc ça ralentit énormément la construction. Et la deuxième chose, c'est qu'à Taïwan, il y a des gens extrêmement conservateurs, M. CCY, qui produit 50% des semi-conducteurs de la planète et qui dit, vous savez, moi, avant de construire des usines, vous êtes tous en sous-capacité, mais je regarde le cycle, je vais doucement, il n'y a pas de raccourci. C'est le boss de TSMC, c'est ça? Voilà, exactement, c'est le boss de TSMC. Et ça aussi, c'est un deuxième goulot d'étranglement qui fait que, en tout cas au niveau fondamental, on n'a pas de bulle. Après, ça n'empêche pas que dans certains secteurs de la cote, les plus attractifs, on va dire ça comme ça. je me censure. Il y a en fait potentiellement des valorisations un peu extrêmes, mais rien à voir avec ce que j'ai connu il y a 25 ans lors de la bulle Internet où j'étais analyste financier sur la tech. Bon, réponse claire. On est là pour parler des gagnants et des perdants de l'IA aujourd'hui. Et ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est comment tout ça se traduit sur les marchés. J'ai déjà évoqué effectivement, et on va y revenir, pour le moment ça se passe du côté des semi-conducteurs et autres, mais je voulais voir avec toi Thibaut justement, est-ce que c'est pas finalement après 2 années difficiles, la revanche des énergies renouvelables qui sont passées par un cycle terrible de remontée des taux et donc et de pétrole pas cher qui a complètement cassé leur business model. Est-ce que là on n'est pas sur une opportunité, puisque quand je vous écoute tous et vous êtes tous d'accord, tout est contraint par l'énergie, sur un moment où c'est le retour des renouvelables? On les a peut-être enterrés un peu trop vite, les énergies renouvelables en effet. On a connu la politique américaine et on l'a toujours avec Donald Trump qui est très offensif et qui ne veut pas en entendre parler du tout. On a connu aussi les coupes budgétaires de son budget pour enlever et effacer ce qu'avait fait notamment Biden sur ce sujet-là. Et malgré tout, en fait, l'indice de clean energy américain, le iShare, il est à plus de 70% sur un an. Donc on a vraiment un changement de narratif où on parlait beaucoup de dérèglement climatique, de politique publique, à quelque chose qui est beaucoup plus structurel, qui est porté par la demande de l'IA et qui est aussi porté par la souveraineté. On oublie les grandes idées, c'est beaucoup plus pragmatique en se disant finalement l'énergie on en a besoin. Donc, On en a totalement besoin et en fait on n'a pas les capacités comme on en parlait précédemment pour que ça aille vite. Et le monde des utilities, donc le monde des connexions au réseau, c'est un monde qui va très doucement.
Et donc, il n'y a pas assez de capacité de connexion pour que ça aille assez vite. Donc, on demande aux data centers d'amener leur propre puissance électrique. Et donc, ils ont commencé par construire ces grandes centrales au gaz. Maintenant, il n'y a plus de place, il n'y a plus de capacité pour avoir des turbines à gaz d'ici 3 ans. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Et c'est là où les énergies renouvelables sont intéressantes. Elles permettent aussi de répondre à toute la problématique de montée en puissance des pressions communautaires, notamment le Not in my backyard, le NIMBY. Donc on n'en veut pas. Et on ne veut pas non plus trop de gaz autour de nous. On ne veut pas du data center. Il y a des problèmes de pollution. Pas trop d'éoliennes, on ne veut pas trop de grand chose. Ça consomme beaucoup d'eau, ça émet aussi de la pollution locale. Et c'est là où on trouve tout un tas d'innovations. Donc on a le solaire couplé à la batterie. Il faut savoir que la batterie le prix des batteries a été divisé par 5 en 10 ans, ce qui permet en fait vraiment de répondre à la problématique du solaire qui, lui, est intermittent. Donc on peut avoir plus de puissance qui est dans la durée, donc du baseload power. Et donc ça, c'est des bonnes solutions. On voit aussi la pile à combustible, la fuel cell, qui était très chère, qui aujourd'hui trouve un marché parce que là, il n'y a pas de pollution locale et comme une centrale à gaz. Donc ça, c'est intéressant. Il ne faut pas oublier non plus que les hyperscalers, c'est les principaux acheteurs de ces énergies renouvelables. 70% des contrats d'énergie sont achetés par les hyperscalers. Donc on est très confiant sur les énergies renouvelables, même dans les conditions actuelles. C'est un peu leur revanche. Même dans les conditions où effectivement on est passé d'un environnement où on était plutôt, notamment aux États-Unis, sur des baisses des taux, et là, avec ce qui se passe aujourd'hui, cet environnement de taux est peut-être un peu moins favorable il y a encore quelques mois. Les taux restent élevés, mais on voit que la corrélation entre les utilities et les taux, c'est quelque peu défaite, et on n'est plus au niveau précédemment, parce qu'en fait, on a ce besoin de demande, et on a ces hyperscalers notamment qui sont prêts aussi à payer, et des pressions politiques qui est grandissante, avec plus de la moitié des Américains qui ne veulent pas de data center chez eux. Donc voilà, il faut installer votre... Il n'y a pas qu'en Europe qu'on a ce... Il n'y a pas qu'en Europe, non. Et puis, ils sont très pragmatiques. Donc quand on voit les factures d'énergie qui augmentent assez fortement, et qu'on a un data center qui s'est installé près de chez nous, c'est vraiment des pressions qu'on voit monter, donc il faut trouver des solutions et les énergies renouvelables en font partie. Qu'est-ce qui te plaît aussi dans Là, on a parlé de l'énergie, mais si on grandit un petit peu notre angle d'analyse sur les valeurs qui créent l'infrastructure de l'IA, qu'est-ce que tu vas aller, toi, rechercher dans ce domaine ? On va chercher à investir là où est la pression, les points de pression, ces goulets d'étranglement, notamment donc on a parlé des semi-conducteurs, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc le premier, par exemple, c'est le réseau électrique. On a dit c'est plus de 5 ans pour installer un nouveau data center. Il n'y a plus de capacité non plus pour faire des transformateurs électriques à haute puissance. Donc là, il faut attendre 2-3 ans avant de recevoir entre la commande et la réception. Donc du coup, les équipementiers électriques, c'est une thématique intéressante aussi. C'est intéressant. Par exemple, Hyundai en Corée, Hyundai électrique, qui fait des transformateurs à haute puissance, c'est intéressant. Les câbliers comme Prysmian qui va faire des transmissions, là aussi avec des commandes avec une visibilité très longue, ça aussi on aime bien. Mais pas que, on pense beaucoup aussi à tout ce qui est hardware, à tout ce qui est physique, mais on oublie, on en a un peu parlé, mais le côté main-d'œuvre est hyper important aux États-Unis. Et on a une pénurie qui s'est créée sur des métiers comme électricien, plombier, et en fait, ça ne va pas se résorber si vite. On a plus de 80 000 électriciens manquants aux États-Unis, et on a un tiers qui a plus de 55 ans, donc avec beaucoup de départs à la retraite, 15% issus de l'immigration, et on connaît la politique américaine en la matière. Et en fait, il faut 4 ans pour former un nouvel électricien. Donc cette pénurie, elle va s'accentuer. Là, on a tout un tas de sociétés qui gèrent en fait ces people, qui ont ces personnes avec ces capacités-là pour développer les projets électriques, entretenir le réseau, développer le réseau. Même aussi, on le voit à l'intérieur des data centers. Alors, on peut citer des sociétés comme Quanta Services, comme Mastech, comme Comfort Systems, par exemple. Ça, on aime beaucoup aussi. Intéressant. Et pour finir, sur l'efficience énergétique, donc là, ça se passe plutôt dans le data center, il n'y a pas que la partie semi-conducteur. On a vraiment des changements d'architecture pour éviter de consommer trop d'électricité et pour en fait libérer du compute. Et donc là, on a le 800 volts qui arrive avec les acteurs comme Eaton, ABB par exemple. On a l'optique aussi, qui permet de remplacer le cuivre. Et quand on va remplacer un câble en cuivre par un câble optique, on va avoir un gain d'efficacité de 70%. Donc là aussi, on va permettre de sauvegarder ça. Et on a aussi le cooling, par exemple. Le cooling, le refroidissement liquide.
qui permet aussi d'économiser beaucoup d'énergie et de conserver l'eau aussi dans les nouveaux systèmes, on le voit. Donc il y a toutes ces sociétés-là qui sont intéressantes sous cet angle-là, d'économie d'énergie, d'économie de ressources. Hyper intéressant de voir comment l'énergie drive tout et comment toute la partie électrique, le grid, comme on dit, le réseau est importante. J'entendais parler de la fibre optique, il y a la photonique aussi au sein des serveurs, on parle aussi de... et j'aime bien, est-ce que tu recherches aussi finalement, j'ai retenu quelque chose que disait Thibaut qui est hyper important, c'est des goulets d'étranglement. Donc c'est finalement être capable, quand on est investisseur, de voir où sont ces goulets, de dire tiens, là, s'il y a une compétence en face, alors c'est un peu ardu parce qu'on est quand même sur des... Et on reviendra d'ailleurs sur la meilleure façon d'investir je trouve, dans un secteur qui est de plus en plus technique, mais peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Mais c'est aussi ce que tu vas regarder, toi, Brice ? Complètement. Ouais. Et d'ailleurs, avec une approche assez proche de celle de Thibaut, à la fois dans les semi-conducteurs, mais aussi dans toute la chaîne de valeur du data center. Et je pense que si tu me permets l'expression, le trade du premier semestre 2026, c'était celui-ci. C'était celui des goulots d'étranglement à la suite du JPU l'année dernière. Donc la mémoire, effectivement. La mémoire, ça marche encore parce qu'on est encore... Oui. Mais il y a un certain nombre de ces goulots d'étranglement, que ce soit dans le semi, dans le networking ou dans le data center, qui peut-être, étant donné que les titres ont triplé, ont été joués. Et peut-être que le trade du second semestre et de l'année 2027, ce n'est pas forcément celui-ci. Donc il faut le réinventer. Mais en tout cas, ce sont d'excellentes valeurs de croissance qui compondent. Et comme on l'a dit tout à l'heure, comme le disait Henri aussi très bien, c'est loin d'être fini tout ça. Mais attention quand même, parce que l'expansion boursière a peut-être pris un peu d'avance sur la croissance. Voilà. Ah, intéressant. On a fait les gagnants là pour le moment, et on va y revenir sur les thématiques d'investissement. J'aimerais quand même, Henri, qu'on s'intéresse peut-être de l'autre côté de la pièce, à ceux qui sont en risque. Je vais revenir sur un épisode que vous avez tous en tête, l'arbitrage assez violent. Ça s'est calmé depuis d'ailleurs, c'est aussi intéressant d'en parler, sur les éditeurs de logiciels. C'est-à-dire que tout d'un coup, Anthropic a sorti un nouveau modèle, il était extrêmement performant, il était notamment extrêmement performant pour coder, et tout d'un coup, les investisseurs se sont dit, mais alors en fait, toutes ces boîtes de logiciels qui valent une fortune, qui me vendent des abonnements licences en SaaS, ça vaut peut-être pas le prix que ça vaut, et puis peut-être elles sont menacées. Et donc le marché a fait deux arbitrages assez rapides, assez violents, un en bourse, en arbitrant défavorablement ses valeurs, et il est même allé taper directement du côté du crédit privé, en se disant finalement une partie de ces entreprises sont des entreprises non cotées, financées par du private equity, en tout cas du crédit, et donc là aussi peut-être que cet argent-là, il est mal placé. Donc si on se place maintenant du côté de ceux qui ont à perdre, comment on arrive à remettre de la rationalité dans l'analyse qu'on a de ces secteurs qui sont potentiellement en risque? Alors déjà, évidemment, il ne faut pas se raconter d'histoire, il ne va pas y avoir que des gagnants. C'est ça. L'intelligence On artificielle... était un peu dans cette histoire jusqu'à il y a peu. L'intelligence artificielle, si on dit que c'est une révolution, on sait que dans les révolutions, il y a des têtes qui vont tomber. Bon. Voilà. Donc il va y avoir des têtes qui vont tomber parce que l'intelligence artificielle arrive, c'est un nouvel outil. Il y a des innovations dont on n'a pas encore conscience. Et donc, il y a des entreprises qui ne sont pas préparées à cette vague d'innovation. Et donc, quand, à un moment donné, le marché réalise que l'innovation est susceptible de remettre en question le business model, une entreprise, ça ressemble à un être vivant. Si cette entreprise arrive à s'adapter assez vite, elle peut survivre. Si elle ne s'adapte pas assez vite, c'est un dinosaure quand la météorite est tombée et elle va disparaître. Donc effectivement, ce qui s'est passé, le moment des éditeurs de logiciels, qui a été qualifié de SaaS-apocalypse, donc l'apocalypse des software as a service. Voilà, c'est ça, des éditeurs de logiciels. Ça a été un peu un moment Spoutnik pour le marché qui a été dire, attention, là on a un problème, c'est que tout ce business model-là est remis en question. Oui. Et donc les valorisations associées, parce que derrière les valorisations, elles sont en fonction des projections qu'on peut faire sur les revenus futurs, ne tiennent plus. Et derrière, effectivement, il y a un château de cartes qui tombe, puisqu'on regarde évidemment ce que vaut la partie equity, c'est-à-dire la partie action, et puis ensuite on va regarder ce que vaut la partie dette. Et la partie dette, comme tu l'as dit, elle était en partie assurée par des fonds de dette privée, qui aujourd'hui ont été un peu mis sous stress aux États-Unis. C'est pas le cas ailleurs dans le monde, mais aux États-Unis, a été mis sous stress en partie en raison de ça. Donc des têtes vont tomber. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les incertitudes, elles sont toujours là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qui va sortir de cette intelligence artificielle à la maturité, quand on aura atteint la maturité. On est encore dans la phase de déploiement. Cette phase de déploiement, ça implique, d'une certaine manière, d'accepter de prendre un risque. Alors on peut réduire ce risque en allant investir aujourd'hui dans les bénéficiaires du déploiement, ce qui était évoqué à l'instant, c'est-à-dire tout ce qui est goulot d'étranglement. Ben là, est-ce qu'on fait assez rationnellement les investisseurs finalement? Exactement. Donc là, pour le coup, il y a moins de risques parce qu'il y a des échéanciers
prévus de dépenses d'investissement. Ouais. Ceux-là, ils ont été publiés, on les connaît, on sait exactement quelles sont les capacités de production, donc on sait identifier les goulots d'étranglement. Mais il faut quand même garder en tête que cette phase de déploiement, c'est la première phase. Ensuite, on aura la phase de maturité. La phase de maturité, elle va dépendre des cas d'usage qu'évoquait Maggie, donc en gros des business models associés. Quel va être le service? Comment on va pricer ce service? Qu'est-ce que ce service va coûter en énergie? Qu'est-ce qu'il va coûter en fonctionnement? Et derrière, évidemment, il y a des entreprises qui auront bâti les bons business models et celles qui n'auront pas des business models qui tiennent. Donc aujourd'hui, en fait, il ne faut pas avoir trop d'optimisme. Il faut quand même rester relativement agnostique et conscient des risques. Ce dont il faut être sûr, c'est que l'IA, elle est partout. Donc elle impacte la croissance, elle impacte l'inflation, elle impacte les coûts de financement. Et donc n'importe quelle société qu'aujourd'hui on peut avoir en portefeuille, elle est potentiellement impactée, positivement ou négativement, ça, l'avenir le dira, par l'arrivée de l'IA. Bon, il ne faut pas être trop optimiste, on verra s'il ne faut pas être non plus trop pessimiste. Maggie, comment tu vois ça de ton côté? Est-ce que vraiment maintenant tu as une espèce de filtre IA en disant « Attends, je vais passer ce business model qui me semble intéressant, que j'appréciais il y a encore quelques mois, et je vois s'il reste cohérent sur le long terme ». Alors, déjà, pour peut-être reboucler sur le logiciel, oui. Alors, en fait, je pense qu'il faut quand même distinguer, il y a logiciel et logiciel. Donc, en fait, on estime que dans le logiciel, les sociétés qui sont spécialisées sur certains secteurs, donc ce qu'on appelle les sociétés qui sont des éditeurs de logiciels verticalisés, donc il y en a dans l'assurance, il y en a dans la restauration, il y en a dans la santé. On en a parlé dans une autre table ronde, mais j'aimerais que ce soit bien clair pour tout le monde. C'est quoi le logiciel vertical par rapport à un logiciel plus horizontal? Typiquement, un éditeur de logiciel horizontal, c'est un éditeur de CRM comme Salesforce. Et un éditeur de logiciel qui est vertical, lui, a accès à des workflows, à des données métiers. Donc il est plus structurant pour l'entreprise, c'est ça? Exactement, donc il a en fait une vraie vision de ce qui se passe effectivement dans le secteur. Il a accès à des données qui sont effectivement riches en contexte. Et l'IA, on va dire, et surtout l'IA agentique, elle fonctionne effectivement avec des données riches en contexte. Donc ces sociétés-là ont moins, on va dire, de risque d'être disruptées. Et la première analyse et réaction du marché, c'était de traiter, j'ai envie de dire, tout le secteur du logiciel de manière très uniforme, très homogène, alors que typiquement, certaines sociétés vont être beaucoup mieux armées et vont avoir un véritable avantage concurrentiel pour aborder la deuxième phase qui est le déploiement de l'IA agentique. Brice, ça me fait penser finalement une question toute simple. Est-ce que, même si j'imagine que ce type d'info n'est pas forcément facile à collecter ou à analyser, est-ce qu'une société, une entreprise qui est très propre, qui a très bien rangé ses données, qui a une culture de la donnée depuis bien avant même qu'on parle d'IA, c'est pas déjà un avantage stratégique là qui est prêt à être saisi? Je vais peut-être revenir avant sur ce qui a été dit je sens que le logiciel... sur la disruption et aussi sur le logiciel. Et c'est vraiment une méthodologie que je me permets de donner aux gens qui nous écoutent. Justement, je pense qu'il faut vraiment faire très attention aujourd'hui dans notre playbook d'investissement à tout ce qui va être la disruption. Je rappelle qu'on valorise une société avec des actualisations de free cash flow et qu'au bout, il y a une valeur résiduelle. Et que la valeur résiduelle, parfois, ça peut représenter 60-70% de la valeur d'une entreprise. Et c'est bien de ça dont on parle. Le logiciel, les sociétés de services de type Accenture qui a perdu 17% la semaine dernière, les sociétés de business process outsourcing, les sociétés de création artistique, par exemple, en logiciel, ça s'appelle Adobe, les assureurs auto. Il y a des problèmes, les paiements, l'Internet, il y a des problèmes de valeur résiduelle, c'est-à-dire la projection qu'on fait de la valeur de l'entreprise au-delà de l'horizon de prévision qui pose problème. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est pour le S&P 500 en général. Après, sur le logiciel en particulier, je pense qu'il faut, peut-être qu'on a un petit point de désaccord, il faut se demander fondamentalement où est la valeur d'un éditeur de logiciel. Est-ce que c'est le code? 95% du code aujourd'hui est généré par de l'IA. Déjà aujourd'hui. Ah oui, avec des outils comme Cursor, Anthropic, Codex, de tous les modèles, etc. Mise au point utile. Voilà, exactement. Donc, est-ce que c'est la distribution? Oui, certainement. L'accès au client, les données du client, ça reste quelque chose d'important. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que des outils comme ChatGPT, Gemini nous permettent d'accéder à l'automatisation sans la user interface. La user interface, c'est ce que les technophiles, les technologistes ont fait de pire depuis 50 ans, c'est-à-dire c'est construire un écran entre nous et l'automatisation qui
qui n'est pas très facile à utiliser pour beaucoup de gens. Salesforce peut être un mot de tête pour beaucoup de gens. Il faut faire des onboarding pour t'expliquer comment le logiciel fonctionne avec des pros pour trouver ce que tu veux faire dessus. Et donc aujourd'hui, le logiciel est quand même sérieusement challengé. Ça s'est vu en bourse. Tu as bien raison de parler du private equity qui n'a pas encore exhibé les problèmes, alors que dans le marché, ça se voit tout de suite. Et dans le private credit, pareil d'ailleurs. Et parfois, Maggie, là où tu as raison, il y a un point, c'est que parfois on a le sentiment qu'il y a des éditeurs qui sont plus protégés. En réalité, attention. Par exemple, un Snowflake, c'est l'enfant parfait qui va gagner de l'IA. Tu expliques ce que fait Snowflake ? Oui. Snowflake, en fait, c'est un data warehouse, c'est une des 2 sociétés au monde qui permet aux entreprises, avec Databricks, qui est non cotée, qui est une des plus belles sociétés privées, une des 10 plus belles sociétés privées américaines, qui permettent aux entreprises de mettre leurs données en ordre dans le cloud, souvent dans un travail pré-passage à l'IA. Et donc, par exemple, Snowflake et Databricks, on se dit ils sont relativement protégés. Sauf que ce n'est pas si simple. Les LLM aussi, d'une certaine manière, les menacent. Donc les LLM, c'est ChatGPT, etc. Les menacent parce que finalement, ils remettent en cause tout l'ordre établi des données dans les entreprises et quelque part, c'est un risque systémique. Donc, je crois qu'Henri avait raison de dire que ces modèles progressent de manière permanente à une vitesse qui s'accélère, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et de facto, les frontières, les bastions, ce qu'on appelle les moats en anglais, si aujourd'hui elles sont là, dans 6 mois, elles sont peut-être plus là. Donc un esprit critique, presque un esprit cartésien du doute qui est dans tout, quoi. C'est à peu près ça. On va pas ressortir avec les idées forcément plus claires, hein, c'est comme ça. En tout cas, il faut pas avoir trop de certitude parce qu'on est dans un monde qui bouge vite et qui est presque imprévisible. Question que je pose à la cantonade et réponds qui veut au final, parce que pour moi c'est plus très clair. Est-ce que l'intelligence artificielle c'est désinflationniste, déflationniste ou inflationniste ? Désinflationniste dans le sens où on se dit je payais très cher parce qu'on me vendait du code, on me vendait des experts, on me vendait des ingénieurs, parfois des avocats spécialisés pour me rédiger des contrats extrêmement. Puis aujourd'hui, l'IA peut le faire et donc voilà. En même temps, plus les modèles progressent, plus ils sont gourmands, plus on les entraîne, plus ils coûtent cher. Henri, tu vois ça comment ? Inflationniste. Inflationniste. Toute la partie de déploiement. Oui. Parce qu'il y a des goulots d'étranglement. Et ces goulots d'étranglement, ça va s'équilibrer par les prix. Donc forcément, les prix montent, les prix de l'énergie, les prix des matières premières, les prix des microprocesseurs, etc. Donc tout ça, ça crée de l'inflation. Et d'ailleurs, chez BlackRock, on a un terme qu'on aime bien, c'est la cheapflation. C'est l'inflation spécifique aux puces. Mais il n'y a pas que celle-là. Et en revanche, une fois que tu auras atteint la phase de maturité, et on va l'atteindre, on sait seulement pas à quel horizon. Est-ce que ce sera horizon 3 ans, est-ce que ce sera horizon 5 ans ? Combien de temps va durer la phase de déploiement ? À quel horizon on va démarrer la phase de maturité ? La phase de maturité, c'est un moment pendant lequel on aura stabilisé à la fois l'infrastructure et les écosystèmes qui vont proposer ces solutions d'intelligence artificielle à l'ensemble de l'économie et des acteurs de l'économie réelle. Et à partir de là, on va rentrer dans un mode qu'on connaît bien, que Maggie décrivait au début de l'émission, qui est un mode dans lequel, effectivement, il faut avoir des business models qui tiennent la route au regard du prix des intrants. Mais les infrastructures ayant été mises en place, à un moment donné, on n'aura plus ce phénomène de goulot d'étranglement et donc on va avoir aussi une normalisation des prix. Donc à moyen long terme, une fois qu'on a atteint la phase de maturité, c'est désinflationniste parce qu'effectivement, on est en train de créer une armée de petites mains qui vont pouvoir réaliser pour nous des tâches qui aujourd'hui ont un coût. Et donc toute l'ambition, c'est de pouvoir démultiplier la capacité, alors j'ai envie de dire de travail, mais c'est du travail digital par rapport à des contraintes qu'on a aujourd'hui, et notamment liées au vieillissement démographique. On sait que de toute façon, on a un problème de vieillissement démographique. Est-ce que, Brice, est-ce qu'on n'est pas aussi susceptible de vivre un deuxième moment DeepSeek ? Je m'explique. On est parti sur des scénarios sur lesquels il fallait beaucoup de puissance de calcul, ça coûtait très cher, etc. Et puis DeepSeek arrive, et puis il y a ce mini tremblement de terre parce qu'ils disent on arrive à faire presque aussi bien en consommant beaucoup moins, étant beaucoup plus frugaux. Alors après, ça a été revu en disant que finalement ils avaient utilisé des modèles sous-jacents qui avaient quand même été développés par OpenAI. Je ne veux pas trop qu'on rentre dans ce débat technique, mais est-ce qu'à un moment, il y a quand même la possibilité qu'une société arrive avec un modèle beaucoup plus frugal, beaucoup moins consommateur, ou est-ce qu'on est obligé, cette course à la puissance, on ne peut pas faire sans, quoi. Alors, il y a 2 manières de faire de l'intelligence artificielle. Soit
on met de plus en plus de puissance de calcul. Et ça s'appelle la leçon amère d'un chercheur canadien qui s'appelle Rich Sutton. Plus je mets de puissance de calcul et plus j'ai d'intelligence, ça, c'est les lois de l'échelle, ça continue à fonctionner. Et puis, tu as bien raison, il y a une autre manière, ce sont les améliorations algorithmiques. Mais attention, parce que c'est 2 poids, 2 mesures, ce n'est pas 2 choses qui sont homogènes. Parce que les améliorations algorithmiques de type quantisation en Chine, de type DeepSeek, de type TurboQuant, qui a été développé récemment par Google pour réduire le besoin de mémoire, en réalité, c'est faire la même chose avec moins de ressources. D'accord. Ce qui est différent. C'est pas penser de façon différente. Ce qui est différent de faire une percée de puissance de calcul pour plus d'intelligence. Tu vois ce que je veux dire ? D'un côté, c'est de l'optimisation, de l'autre, c'est de la croissance pure. Donc, on compare 2 choses un petit peu différentes. Je me permets de revenir tout à l'heure sur la question précédente, qui était que moi, j'avais envie de défendre la thèse de la déflation quand même, puisque finalement, la technologie, en particulier celle-ci, c'est une immense productivité, c'est l'abondance. Et donc, il faut accepter cette déflation. C'est le sujet d'un excellent bouquin qui s'appelle The Price for Tomorrow, qui montre à quel point les technologies sont déflationnistes et qu'en face, les économies occidentales, elles ont un intérêt à ce qu'il y ait de l'inflation, puisqu'elles ont de la dette et à émettre de la masse monétaire. Il faut penser d'ailleurs au rôle du Bitcoin dans la déflation, puisque par définition, le Bitcoin, il est limité face au fiat currency. Donc, il y a Bitcoin d'un côté, déflation, de l'autre, machin. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie de l'IA, dans la tokenomics, c'est qu'en fait le prix des tokens il est en train de s'effondrer. Par contre, la croissance des tokens en volume dans nos entreprises, elle explose. Et de facto, du coup, une entreprise in fine peut avoir une facture plus élevée parce que les volumes croissent plus vite que l'effondrement des prix. C'est pour ça qu'on est passé du token maxing à peut-être aujourd'hui des entreprises comme Uber et Amazon qui font attention à la facture finale. Mais rappelons quand même tu négocies visiblement aux US ton stock de tokens en même temps que ton salaire, quoi, visiblement. Ah, mais c'est complètement ça. C'est-à-dire que, par exemple, un développeur va avoir un budget token de 7 000 € par mois et un gérant, par exemple, va avoir un budget token de 1 000 à 2 000 € par mois. Et c'est ça, aujourd'hui, une entreprise, elle a de la masse salariale, des salaires et puis un budget token. Donc, finalement, c'est la substitution du facteur capital du facteur travail par le facteur capital. Et tout ça est labor complementing, comme je le disais tout à l'heure, ça travaille ensemble. Ce n'est pas l'un qui remplace l'autre. Donc, pas non plus de dramatisation. Je pense qu'on va dans un monde qui certes va vite, mais qui est assez harmonieux finalement. Il certes va vite, harmonieux, j'aime bien, mais ce n'est pas la conclusion. Moi, j'aimerais vous entendre sur cette dernière partie, parce qu'on a eu une analyse très macro, on a regardé un peu, c'était prospectif, super intéressant. J'ai quand même envie que les gens qui nous regardent repartent avec des réflexes concrets. Je vais commencer par Thibaut. Si ton expérience de gérant peut être mise à profit aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais et j'imagine qu'ils viennent te voir, les potes et autres, pour un investisseur qui cherche la thématique IA. Qu'est-ce que je fais ? J'achète du Nvidia, Alors, on ne va pas donner de conseils valeurs, on n'est pas là pour ça, mais plutôt un discours de la méthode. Moi, c'est ça que je vais attendre de vous pour cette dernière partie. Alors la méthode, je pense que Brice, tu en as parlé, ça serait de la prudence, parce qu'effectivement, on voit vraiment un marché qui est scindé en 2. Donc on a l'IA, les data centers, avec des performances incroyables et des bénéfices aussi incroyables. Et on a tout le reste de l'économie, le S&P 500 ex et A, et en fait une croissance assez molle, une croissance très faible, et des bénéfices assez faibles. Ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de sociétés dans des secteurs un peu médiocres qui essayent de rattacher ce wagon de l'IA. C'est là où j'ai envie de dire un peu prudence et faites attention parce que souvent le marché a tendance à donner crédit à ces valeurs-là. On voit des cours de bourse qui s'enflamment. On a l'exemple très crédible de Allbirds, je pense que vous avez tous entendu parler, cette société de chaussures. Des chaussures, c'est ça. Qui se dit finalement, ça va être de commence à faire de l'IA. Ouais. Mais j'ai plein d'autres exemples en tête. On a parlé par exemple sur l'automobile. C'est un secteur qui est quand même très compliqué. Beaucoup de sociétés se mettent à recycler les batteries qui étaient prévues pour les véhicules électriques dans le stockage d'énergie. On va avoir beaucoup de capacités là qui arrivent. Donc à voir si le marché pourra l'absorber. Des sociétés qui faisaient des turbomoteurs pour les véhicules qui vont maintenant vouloir faire de l'énergie pour alimenter les générateurs électriques. Enfin, il y a tout un tas d'exemples comme ça, des onduleurs solaires qui veulent faire maintenant des solid state transformers. Donc peut-être certains gagneront, mais attention, il faut bien rester sur les fondamentaux. Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée suffisantes ? Est-ce qu'on a les clients, déjà la relation client ? Voilà, il faut rester vraiment là-dessus. Une croissance ne veut pas dire bénéfice. Il faut faire attention, on a des marchés qui vont croître. On reste sur de la croissance rentable quand je t'écoute quand même. Exactement. Exactement. Ça serait mon conseil. Donc restons vigilants et séparons bien entre des fois des solutions qui sont là de manière très temporaire. On pense par exemple, j'avais parlé sur le power.
le bridge power, c'est-à-dire temporairement, on va mettre beaucoup de générateurs, mais à long terme, ce n'est pas du tout le modèle que recherchent les hyperscalers. Donc là, on va avoir quelque chose qui va être très rapide, très brutal, mais qui va redescendre assez rapidement. Nous, on aime ce qui peut rester dans la durée, même si, comme tu l'as mentionné, on peut avoir des fois des soubresauts dans le développement de l'IA. On va chercher les valeurs qui ont une duration élevée, donc qui sont pérennes dans le temps. Voilà. Maggie, comment tu vois les choses, toi, encore une fois, à hauteur d'investisseur individuel? Faut pas oublier que vous êtes des professionnels, tu as une connaissance de l'information. Quand j'entends Thibaut qui parle de la façon dont les hyperscalers demandent de l'énergie, c'est super intéressant. Moi, j'étais pas au courant de ça avant qu'il m'en parle. Donc, si on se dit, OK, quel vraiment principe je dois garder en tête? Le principe de prudence, je pense que c'est effectivement un premier principe. Donc il y a quelques chiffres. Quand on regarde la structure du S&P 500 aujourd'hui, le pourcentage de sociétés qui ont un multiple de chiffre d'affaires, je ne parle pas de multiple de bénéfices, de chiffre d'affaires, supérieur à 10, ça représente 40% de l'indice. Ce chiffre-là, c'était 10% il y a 10 ans. Donc déjà, être assez prudent parce que qui dit survalorisation dit potentiellement des déceptions futures. Donc être assez discipliné et j'ai envie de dire circonspect sur l'aspect valorisation, pour moi c'est le premier pilier de gestion du risque. Au risque, parce que je pourrais te targuer comme élément de dire oui mais le fameux FOMO, oui mais si je ne suis pas dans la tendance, si je reste sur des je vais passer à côté de progressions boursières incroyables comme elles sont en train de se produire en ce moment. Oui, mais l'histoire en fait elle prouve que je veux dire, le premier écueil d'un investisseur dans la tech, c'est surpayer la croissance future et surpayer un actif technologique. Donc j'ai envie de dire rester assez prudent et assez discipliné sur les aspects valorisation, c'est j'ai envie de dire la première corde de rappel pour investir dans le secteur. Deuxièmement, j'aime bien l'idée, on va dire, d'investir, investir dans l'IA sans investir directement dans l'IA. Donc typiquement, l'angle énergie est extrêmement intéressant. Oui. Il y a aussi l'angle, j'ai envie de dire, des utilisateurs de données et des utilisateurs de l'IA qui permet en fait d'avoir une diversification supplémentaire qu'on n'a pas forcément quand on va appréhender un indice boursier qui est devenu aujourd'hui très très concentré sur ce côté technologique, ce côté CAPEX IA. Est-ce que je peux me permettre de jouer l'American Service? Allez, ça tombe bien parce qu'après je vais te poser. Alors je ne suis pas américain, je suis une société de gestion américaine et par rapport à cette thématique d'investissement, on a une vision, enfin les Américains en général et donc BlackRock a une vision peut-être un peu plus constructive dans la mesure où le raisonnement c'est de dire, je pense qu'autour dans cet espace, on est tous convaincus que est associé à l'IA des gains de productivité. D'accord ? Des gains de productivité, ça veut dire la capacité de produire plus avec les mêmes ressources, voire moins de ressources. D'accord ? Ces gains de productivité, on va forcément les retrouver à un moment ou à un autre dans les résultats des entreprises. Aujourd'hui, l'IA, elle est partout. Ce qu'on a dit dans cette émission, c'est qu'on a un peu de mal, peut-être encore aujourd'hui, à déterminer quels vont être les grands vainqueurs et peut-être les perdants. La conviction qu'on a, nous, chez BlackRock, c'est que ces gains de productivité, il n'y a qu'une manière de les capter quand on est un investisseur, c'est d'être investi en actions, dans les actions qui représentent les économies qui vont adopter l'outil. D'accord ? Et d'ailleurs, quand on regarde ça, on a envie de se dire, forcément, je vais investir aux États-Unis. Mais en fait, non, parce qu'en pratique, en Europe, on est en train d'adopter les outils IA quasiment aussi vite qu'aux États-Unis. La seule différence, c'est que ce ne sont pas des outils européens. Mais donc ça veut dire qu'il va y avoir un transfert. Ils produiront quand même a priori. Mais on aura quand même des gains de productivité. Donc en fait, si on veut capter les gains de productivité, il faut investir dans les entreprises qui vont implémenter ces outils d'intelligence artificielle. Et c'est la grosse différence par rapport aux produits de taux. D'accord ? Les produits de taux, c'est-à-dire les émissions obligataires des États ou des entreprises, ne sont pas des placements qui permettent de capter les gains de productivité. Au contraire, parmi les goulots d'étranglement qu'on évoquait tout à l'heure, il y a l'énergie bien sûr, mais il y a aussi l'accès au financement. On a une vague d'investissements monstrueuse à financer. On a besoin d'aller chercher du financement en equity, c'est-à-dire en action ou en dette. En equity, il faut regarder ce qui se passe au niveau des levées d'actions. En dette, mécaniquement, quand une ressource est disponible en quantité limitée et que vous avez beaucoup de demandes pour cette ressource, les taux montent. Donc en pratique, nous, chez BlackRock, on dit, aujourd'hui, si on croit aux gains de productivité associés à l'IA, il faut être surpondéré sur les marchés d'actions, sous-pondéré sur les marchés obligataires. Et dans les marchés d'actions, comme l'IA est partout, en fait, la solution pour l'investisseur particulier, c'est d'acheter le marché.
Voilà. Oui, mais alors ça, là, tu me tends une perche magnifique. Est-ce que justement, à la lumière de nos échanges, est-ce que tu vas plutôt être sur un ETF, sur un fonds actif, parce que tu sens bien que, ou même tu fais toi-même ton stock picking, parce que on a quand même le sentiment que il y a véritablement des positionnements qui vont être meilleurs que d'autres. Je pense qu'en fait, ça va Tu dépendre. fais un mix. Non, mais ça va dépendre du profil de chaque investisseur. Il y a des investisseurs qui vont être contents de capter la performance des marchés d'actions, potentiellement dopés par les gains de productivité associés à l'IA. Donc, quand on regarde sur le long terme, un marché d'actions bien diversifié, c'est entre 5 et 7% de performance annuelle. Donc, il y a des investisseurs qui vont s'en contenter, et c'est très bien parce que pour ce niveau de performance, on a un niveau de risque qui est relativement maîtrisé sur le long terme. C'est-à-dire, effectivement, on peut perdre sur des dents de marché, mais quand on investit sur des horizons longs, à 5 ans, 7 ans ou 10 ans, même ceux qui ont investi à la veille de l'éclatement de la bulle technologique, ils ont gagné l'argent in fine. Quand ils ont acheté du Amazon ou quand ils ont acheté du Google, ils ont gagné l'argent in fine. Donc, et puis, il y a ceux qui vont vouloir plus, monsieur plus. D'accord ? Et ceux-là, effectivement, il va falloir aller chercher peut-être un peu plus de granularité dans l'investissement, un peu plus de risque aussi. Hein. Il n'y a pas de performance sans risque. Et cette granularité, en fait, elle va viser soit à jouer ce qu'on appelle des goulots d'étranglement quand on est en phase de déploiement, donc ça c'est ce qui a été largement développé aujourd'hui, soit éventuellement d'essayer d'identifier les vainqueurs de demain. C'est-à-dire, et là c'est jouer le coup d'après. Et là chez BlackRock, on a une analyse qui est de dire, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de construire des écosystèmes qui permettront de garantir des situations quasi oligopolistiques. Donc, si vous regardez par exemple ce que fait Microsoft, Microsoft est en train de construire un écosystème qui lui permettra de rester demain dominant dans tout ce qui est logiciel d'entreprise. Quand vous êtes dominant dans les logiciels d'entreprise, ça veut dire que vous avez établi un standard. Les entreprises sont obligées de prendre votre produit parce qu'il n'y a pas d'alternative. Ouais, There is no alternative. Et quand vous n'avez pas d'alternative, vous avez du pricing power. Donc en fait, ce que vous pouvez essayer d'identifier, ce sont les écosystèmes qui, aujourd'hui, sont en train de se mettre en place pour être dominants demain, c'est-à-dire soit des monopoles, soit des oligopoles. En gros, on a 2 ou 3 acteurs qui se partagent le marché. Intéressant parce que Microsoft aujourd'hui est un peu boudé par les marchés. Mais c'est peut-être pas pour de bonnes raisons. Ouais. On va finir avec toi, Brice, justement, en se disant, pareil, là aussi, des petites recettes qui permettent de mieux comprendre, mieux analyser avec ton œil de gérant. Comment tu vas pouvoir, ou en tout cas comment l'investisseur va pouvoir regarder à la fois tenir quand il a une conviction qu'il pense être bonne quand le marché va corriger, et puis analyser de façon pertinente ce qui va être une vraie promesse IA de ce que disait Thibault, le buzzword. Tiens, on est vraiment sur ça va pas très bien, on rajoute IA à notre communiqué et tout de suite, ça y est, on est une nouvelle société. Comment tu regardes ça, toi ? Et dans tous les secteurs, puisqu'on est en train de dire que ça ne se passe pas que dans la tech. Moi, je vais y aller aussi pour mes petits conseils en conclusion, peut-être. C'est pour nos éditeurs, c'est les actions, ça fait 6,5 à 7% par an sur 200 ans. Donc, c'est le seul placement qui permette de battre l'inflation. Ça, c'est le point numéro 1. Donc, je vais aller dans le sens d'Henri, complètement. Aujourd'hui, sur pondération action. On vit la thématique du siècle. On vit l'infrastructure, la construction d'une infrastructure la plus importante de l'histoire du capitalisme avec l'IA. On vit le ramp-up le plus rapide de l'histoire avec Anthropic, qui est le modèle concurrent de ChatGPT. Il faut être conscient de tout ça. Donc, aucun héroïsme. Il y a 2 manières d'être un héros, ça serait de vouloir vendre le marché trop vite et de prendre des profits, et à l'inverse de prendre tous les risques. Donc mes conseils, c'est un faisceau de conseils, c'est soyez investis dans les actions en majorité, mais diversifiez-vous aussi face à des niveaux de marché qui sont quand même assez élevés. Et donc, les ETF, pourquoi pas, mais les ETF, c'est loin d'être... Pourquoi pas en avoir un petit peu dans l'allocation, mais c'est loin d'être la panacée, puisque tout le sujet pendant 1 heure dont on vient de discuter, c'est que le marché était concentré sur le goulot d'étranglement. Donc, si vous aviez tout le marché, vous performez. On ne sait pas ce que ce sera demain. Et on sait bien que ça marche par polarité. Donc, quand on va changer de polarité, on n'aura peut-être que les utilisateurs. Et donc, choisissez aussi des fonds d'action sur le thème qui surperforment le marché. Parce que s'ils surperforment le marché, ils sont dans les 10% des meilleurs fonds Action Monde. Moi, j'en connais un très bien qui surperforme le marché. Donc voilà. Sur aussi, je voudrais quand même qu'on finisse là-dessus, parce qu'on n'a pas parlé de justement, on en a parlé, mais en disant, dans la vague qui vient, comment toi, tu vas regarder ce qui te semble crédible de ce qui ne l'est pas ?
Donc aujourd'hui, on a très bien vu qu'on était sur les goulots d'étranglement et demain, je pense qu'il va falloir regarder de plus en plus les sociétés qui vont utiliser l'IA. Donc ça se passe où les sociétés qui utilisent l'IA? Nous, depuis le premier jour, on a lancé notre fonds il y a 8 ans. On pense que le sujet de l'IA pour l'humanité, c'est la santé. C'est à un moment donné, dans plusieurs décennies, toutes les maladies qui vont être guéries, c'est l'augmentation significative de l'espérance de vie en bonne santé. C'est des sujets très importants pour l'humanité. Ça se passe aussi dans l'industrie. Il faut aller regarder un peu. Il y a beaucoup de data sur un shop floor, dans une usine, etc., comment c'est capté. Ça se passe dans l'énergie, ça se passe dans la banque, tous les secteurs riches en données. Mais là, on est, si je vous prends l'image du baseball en 9 innings, on est à la fin du premier ou au début du deuxième. On a encore beaucoup de temps devant nous et ça peut être long. Donc il ne faut pas penser que parce qu'on sort du cycle de l'infra, on va rentrer automatiquement là. Non, là, c'est, vous savez, nous, ce qu'on essaie de faire en tant qu'investisseur de croissance, c'est de capter les courbes en S. C'est-à-dire, c'est quand tout accélère d'un seul coup. Au début, il ne se passe rien, et puis d'un seul coup, c'est comme la bouteille de ketchup, tout sort d'un seul coup, si vous voulez. Et c'est ça qu'on essaie de faire, là, de capter les courbes en S. Et ça demande de travailler depuis 8 ans sur les secteurs, de rencontrer les sociétés, de comprendre. Et il y a des choses qui arriveront plus tôt que d'autres. Par exemple, je pense que la santé arrivera un peu plus tard, l'IA physique n'arrivera pas si tôt, le quantum encore plus loin. Et puis, il y a peut-être des choses aujourd'hui qui se passent un peu plus concrètement dans certains secteurs d'activité. Mais voilà, c'est un chemin de croix, tout ça. On avait dit dans la webconférence de L'Oréal une citation qu'ils aiment bien saisir ce qui commence. C'est ça aussi, effectivement, dans ce secteur. En tout cas, voilà, on arrive au terme de cette webconférence. Merci à vous 4 d'avoir si bien expliqué le secteur, ses potentialités et puis les choix aussi concrets qu'il faut faire. Et puis, je vais terminer en faisant notre pub à nous. En tout cas, voilà, ça veut dire que pour capter toutes ces tendances, il faut rester informé et donc suivre des conférences comme celle du Bourse Live. Merci beaucoup et on se retrouve très bientôt.